L'égalité des chances. Aujourd'hui, on continue de prétendre que dans la modernité, l'éducation est une machine à faire monter tout le monde. La méritocratie, c'est une promesse que la République, entre autres, fait, que vous allez pouvoir réussir dans la vie en fonction à la fois de votre talent et des efforts que vous allez produire. Aujourd'hui, l'école française est une des plus reproductrices d'inégalités selon le rapport PISA qui étudie les différents pays de l'OCDE, qui paraît chaque année. Peut-on encore croire à la méritocratie ? Seulement voilà, le problème, c'est que cette promesse n'est pas toujours tenue. On entend souvent dire que l'école française promeut l'égalité des chances et qu'elle est méritocratique. Si on travaille dur, on peut réussir et ça, peu importe d'où on vient. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Les sociologues comme Pierre Bourdieu ou François Dubet, ainsi que les enquêtes internationales, montrent au contraire que l'école française est l'une des celles où l'origine sociale pèse le plus sur la réussite scolaire des élèves. Alors, l'école, c'est vraiment une chance pour tous ou un système qui reproduit les inégalités ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc avant de parler de l'école et de ses problèmes actuels, je pense qu'il est intéressant et même essentiel de faire une rétrospective sur comment est née l'école. Jules Ferry, né en 1832, était un avocat et un homme politique républicain influent sous la Troisième République. Il a été à plusieurs reprises ministre de l'Instruction publique, ce qui est l'équivalent de notre éducation nationale, et a aussi été président du Conseil. Dans les années 1880, la France cherche à se stabiliser après sa grande défaite en 1870 contre la Prusse et après l'épisode de la Commune qui s'est déroulé l'année suivante. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'était la Commune pour ne pas diverger du sujet, mais mentionnons quand même son héritage. La Commune de Paris devient un symbole de lutte pour la démocratie directe et la justice sociale pour les mouvements ouvriers et révolutionnaires. Mais pour les républicains plus modérés comme Jules Ferry, la Commune représente au contraire un épisode chaotique qui menace l'ordre social. C'est dans ce contexte que Ferry veut créer une France avec des valeurs républicaines solides. L'école va être pour lui l'arme principale de la République. Ferry instaure un triple principe fondamental: la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'école. La loi du 16 juin 1881 va voir la suppression des frais de scolarité dans l'école primaire publique. La loi du 28 mars 1882 va instaurer l'obligation de l'école pour les enfants de 6 à 13 ans. Puis enfin, il y aura un passage progressif vers la laïcité de l'école. Donc ce ne sera plus aux religieux d'avoir le rôle d'instituteur, mais il y aura aussi des instituteurs en dehors du cadre ecclésiastique. Ces réformes visent à structurer une école républicaine servant l'égalité des droits, non des conditions. Cela en rendant l'école publique accessible à tous les enfants, indépendamment des revenus de leurs parents et donc de leur origine sociale. L'école républicaine de Ferry portait donc un idéal égalitaire, même si cet idéal s'estompe dans le passage vers le secondaire, car pour Ferry, l'école secondaire ne devait pas être universelle, mais réservée à ceux qui étaient en capacité d'y accéder. Ainsi, il place déjà les premiers pions de la méritocratie scolaire. La méritocratie, d'une manière littérale, veut dire la domination des méritants. Ça renvoie donc à l'idée que l'ascension sociale est réservée à ceux qui travaillent le plus, car en théorie, à l'école, le mérite est jaugé par ça. Sur Instagram, en story, je vous ai demandé ce que vous pensiez du système éducatif français. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas sur Instagram, faites-le. Je pense que je vais de plus en plus vous inclure dans le processus de mes vidéos parce que j'ai trop aimé le faire. À l'issue de ce sondage, il y a 3% des personnes qui ont répondu « Parfait, il donne les mêmes chances à tous ». 16% « Bien, mais il peut être encore amélioré ». 55% d'entre vous ont répondu « Il est bof, beaucoup de choses à revoir ». Et ensuite, on a 26% des personnes qui ont répondu que le système était nul et qu'il perpétuait les inégalités sociales. Je suis quand même surprise qu'il y ait 3% qui ont dit que le système était parfait. Parce que pour moi, parfait, ça veut dire qu'il n'y a rien à revoir et que l'école remplit totalement son rôle de levier social, totalement son rôle de donner la même chose à tous. À part si on voit vraiment la vie en rose et qu'on vit dans le monde des bisounours, je vous promets qu'on ne peut pas considérer que l'école est parfaite. Peut-être c'est la deuxième partie de la réponse qui a fait que certains ont voté que c'était parfait. Le fait que ça donnait les mêmes chances à tous, et même ça en soi, non. Aujourd'hui, l'école ne remplit pas le rôle qu'elle prétend avoir. Elle n'est pas un levier social pour tous, en tout cas pour certains elle est, c'est sûr, mais pas pour tous, et elle donne pas les mêmes chances à tous. Au contraire, je suis d'avis qu'elle perpétue les inégalités. Je vais vous l'expliquer pourquoi dans le reste de la vidéo. Bref, merci d'avoir répondu à ce sondage, ça me fait plaisir de voir que vous êtes autant impliqués que moi dans ces vidéos-là. Ce n'est pas la dernière fois que j'aurai besoin de vous de toute façon pour mes vidéos, et si vous voulez vraiment participer, comme je l'ai dit, allez me suivre sur Instagram.
Comme je vous ai dit, j'ai été d'avis avec les personnes qui ont répondu que l'école était nulle et qu'elle allait perpétuer les inégalités sociales et je vais vous exposer le pourquoi du comment. Alors que l'école est présentée comme une institution égalitaire, elle ne l'est pas du tout. Et ces inégalités-là, elles s'imposent très tôt dans la scolarité. En mathématiques, par exemple, les inégalités s'accentuent dès l'école primaire. Les écarts peuvent être minimes à l'entrée au CP, mais au fur et à mesure que les années passent, les inégalités entre les personnes issues de milieux favorisés et ceux issus de milieux défavorisés se creusent. La part des meilleurs augmente de 8 points pour les enfants de cadres supérieurs, alors qu'elle diminue de 4 points pour les enfants d'ouvriers. La progression n'est pas la même selon ce que l'on soit un enfant d'ouvrier ou un enfant de cadre supérieur. En 2022, à l'entrée en 6e, 41% des enfants de cadre sont parmi les meilleurs en français, contre à peine 10% d'enfants d'ouvriers et 6% d'enfants d'inactifs. Dans le même temps, 45% des enfants d'inactifs et 26% des enfants d'ouvriers sont en grande difficulté. Et on a 5% des enfants de cadres qui sont, eux, en difficulté aussi. Je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais j'essaye quand même d'être rigoureuse dans ma réflexion et de ne pas juste vous exposer mon avis parce que c'est ce que je ressens. C'est juste que j'essaye en tout cas au mieux de m'appuyer sur les faits. Et les faits montrent que selon son milieu social, selon son origine sociale, on se débrouille plus ou moins bien à l'école. Après, bien sûr, il y a des exceptions et c'est pour ça que j'ai aussi cité les chiffres concernant, par exemple, les enfants de cadre qui ne s'en sortent pas aussi. Mais même dans cette exception, on voit que c'est des cas minimes, donc on ne peut pas en faire des généralités. La France se distingue au niveau de l'OCDE par un poids extrêmement important de l'origine sociale sur la réussite scolaire. Ces constats montrent que malgré que l'école soit laïque, gratuite et obligatoire, les inégalités socio-économiques restent profondément ancrées. Et cela s'explique par le fait que l'école mette en valeur qu'un seul capital culturel. Et ce capital culturel, c'est celui qui appartient aux classes les plus aisées. Le capital culturel est un concept sociologique qui a été introduit pour la première fois par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Et pour faire vraiment simple, c'est l'ensemble des ressources culturelles que possède un individu et parce qu'il les possède, il peut les transmettre. Tout comme un capital, on va dire économique, on peut le léguer, par exemple une maison. Le capital culturel, c'est aussi quelque chose qu'on peut léguer et qu'on lègue finalement volontairement ou pas à ses descendants. Donc en partant du constat que toute notre culture, tout ce qu'on a dans notre bagage intellectuel, etc., en partant du principe qu'on le transmet à nos enfants, les élèves issus de milieux favorisés se voient être transmis un bagage culturel qui colle totalement avec ce que l'école met en avant. Ces derniers voient donc l'école comme une continuité de ce qu'ils apprennent et voient déjà à la maison. L'environnement scolaire ne leur est pas du tout étranger, alors c'est beaucoup plus simple pour eux de réussir et de progresser. Au contraire, les élèves issus de milieux défavorisés n'ont pas toujours des parents qui sont familiers avec le capital culturel mis en avant par l'école. Ils sont pas punis de capital culturel parce que les parents leur transmettent ce que eux connaissent, ce que eux savent, mais ce qu'ils connaissent et ce qu'ils savent n'est pas toujours mis en valeur par l'école. Donc ils ne grandissent pas dans un environnement qui permet une familiarisation avec l'école, tous ses codes et le capital culturel valorisé. Ces élèves sont alors déjà en décalage avec ceux venant d'un milieu socio-économique plus élevé. En soi, le fait de ne pas avoir le même capital culturel parce qu'on vient pas de familles qui ont les mêmes ressources et les mêmes revenus, ce n'est pas alarmant, c'est même normal. En revanche, ce qui est dérangeant, c'est que l'école ne permet pas à ce que l'écart qui est déjà existant soit réduit. En mettant en avant qu'un capital précis, elle exclut presque du jeu ceux qui sont en pleine découverte d'un nouvel environnement, tandis qu'elle l'accroît et conforte les acquis de ceux qui voit l'école juste comme une continuité de la maison. Et c'est en ça qu'on peut dire que l'école reproduit les inégalités sociales. Un autre problème qui se pose, c'est les emplois du temps. L'école est devenue une institution en surcharge au niveau des horaires. On observe une pression importante autour des rythmes scolaires. On a un calendrier rigide et des programmes scolaires très denses, ce qui laisse très peu de marge pour des pédagogies un peu plus poussées et réfléchies. En 2023, la moyenne de l'OCDE concernant le temps d'instruction obligatoire en primaire était de 778 heures. Celui de la France cette même année se trouvait à 864 heures, donc au-dessus de la moyenne, contre 660 en Finlande par exemple. Notons que le système scolaire finlandais est vu comme l'un des meilleurs au monde. C'est vrai qu'il y a un réel problème concernant l'école et les horaires que cette institution nous impose. J'ai l'impression qu'en France,
L'école n'a pas vocation à former des citoyens réfléchis et dotés d'un esprit créatif, mais plutôt des futurs ouvriers dociles. Et si on pousse cette réflexion, la surcharge des emplois du temps est selon moi juste une façon de pousser les élèves à accepter que c'est la norme de travailler un nombre incalculable d'heures, quitte à ne pas avoir de loisirs à côté qui stimuleraient les élèves autrement. Dans l'essor de l'industrialisation en Europe, les ouvriers étaient aliénés. Dans l'idéologie allemande de Karl Marx, l'aliénation a lieu lorsque l'homme ne peut ni se reconnaître dans le produit du travail qu'il fournit, ni dans sa propre activité productive. Pour vulgariser la chose, ils sont contraints de produire des biens qui ne sont pas destinés à des ouvriers comme eux-mêmes, donc ils conçoivent quelque chose mais n'auront pas les moyens de se l'offrir. Et en plus de cela, ce processus de production se fait dans un rythme qui est très intense. Ce même rythme empêche les ouvriers de trop réfléchir pour ne pas ralentir du coup le processus de création. Et parce qu'ils ne réfléchissent plus trop, ils n'explorent plus et n'aiguisent plus ce côté créatif, donc ils ne peuvent même plus se reconnaître dans ce qu'ils produisent de leurs mains. Et c'est vraiment ce point avec le rythme imposé qui me permet de faire ce parallèle entre les ouvriers de l'ère industrielle et les élèves. Le rythme scolaire est quasi insoutenable au point d'avoir ni l'espace pour des réflexions plus poussées et donc plus enrichissantes, ni le temps pour développer sa créativité. D'où mon affirmation, l'école cherche à former des ouvriers, donc des futurs travailleurs, non des citoyens éclairés et créatifs. Mais d'un autre côté, je pense aussi que ce rythme soutenu est lié un peu à une mentalité de hustle. Plus tu travailles, plus tu vois le fruit de ton travail et plus tu es susceptible de réussir. Et cela appuyé sur la méritocratie, valeur fortement portée en France, sauf qu'elle a ses limites. Cette notion-là même de méritocratie, c'est la dernière problématique que je vais exposer dans cette vidéo parce que je la trouve fausse déjà et culpabilisante. L'école française se base en théorie sur un système méritocratique où chacun peut réussir grâce à ses efforts et à son travail. Mais en pratique, la recherche sociologique a démontré que cette méritocratie était illusoire. Et c'est le cas parce que les inégalités sociales pèsent fortement sur les parcours scolaires comme on a pu le voir avant. On a déjà un peu évoqué les ressources familiales par le prisme du capital culturel, mais il y a aussi d'autres capitaux qui rentrent en jeu. Le capital social et le réseau qu'on a rentrent en jeu dans la réussite scolaire d'un élève. Les familles aisées savent par exemple mobiliser leur réseau pour obtenir de bons stages pour leurs enfants, pour choisir les établissements réputés ou encore maximiser les chances d'accès aux filières les plus prestigieuses. De plus, il y a des codes implicites propres à l'école. Le langage, le comportement et d'autres attentes implicites de l'école sont plus facilement maîtrisés par les élèves issus de milieux favorisés, ce qui leur donne un avantage invisible mais certain. Je suis certaine qu'on a tous eu dans notre classe cet élève qui savait toujours tout, qui était toujours informé sur ce qui se passait dans l'actualité, enfin, il était toujours au courant de tout. C'est l'exemple parfait des élèves qui baignent dans un milieu où on leur fait comprendre qu'il est important d'être curieux et de toujours avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe autour d'eux. Et ces choses-là ne sont pas explicitement inscrites comme des prérequis pour l'école, mais c'est des choses qui font la différence. Souvent, c'est des valeurs qui sont inculquées par des parents qui ont eux-mêmes le temps et l'habitude de cultiver leur propre curiosité et de par exemple suivre les actualités. Souvent, ces mêmes parents sont issus de milieux favorisés, car ceux venant de milieux plus précaires ne trouvent pas forcément tout le temps le temps de cultiver ces petites habitudes. Leur priorité va souvent être portée vers le fait de travailler, des fois même accumuler les emplois afin de subvenir aux besoins de la famille. Donc avec toutes les petites choses relevées, j'affirme encore que la méritocratie est un mythe. À travail égal, les chances de réussite ne sont pas équivalentes car tous les élèves ne jouent pas avec les mêmes cartes en main. Mais c'est typiquement des choses qu'on ne dit pas aux élèves qui se retrouvent en situation d'échec scolaire. On leur fait plus facilement croire que leur manque de réussite est à 100% de leur faute parce qu'ils n'ont pas assez travaillé. Alors que des fois, ce n'est pas juste une question de travail, mais plutôt une question de levier et d'outils pour réussir. Pour cette troisième partie de la vidéo, j'ai une nouvelle fois fait appel à vous. Donc toujours en story, je vous ai demandé qu'est-ce que vous mettrez en place pour améliorer l'école française si demain vous étiez au pouvoir. Il y a beaucoup de réponses qui revenaient sur le fait d'alléger les emplois du temps et quelqu'un a donc proposé de passer à du 8h-13h et d'avoir l'après-midi aménagé pour pouvoir faire des ateliers sportifs ou éducatifs. Et cette idée complémente bien le problème que j'avais exposé concernant le temps et le fait que du coup les élèves n'ont pas l'espace pour pouvoir se stimuler autrement et pour pouvoir, par
d'autres ateliers, d'autres choses, stimuler leur créativité, leur réflexion, bref. Et je pense qu'avec cette solution, on peut parvenir, ou en tout cas un peu plus, à former vraiment des citoyens éclairés, des citoyens créatifs, des citoyens qui parce que peuvent explorer d'autres choses et voir d'autres choses qu'un programme rigide et qui, des fois, a peu de sens, on dirait, que justement, ça forge autrement les élèves et qu'au lieu de préparer juste des futurs travailleurs à rentrer sur le marché du travail, on puisse forger des citoyens qui sont capables de réfléchir et capables d'être créatifs. Cette créativité-là même est nécessaire lorsque des problèmes se poseront pour proposer des solutions. Parce que finalement, on est en démocratie, donc le pouvoir est censé être au peuple et le peuple est censé pouvoir parler. Le peuple est censé pouvoir être assez armé pour pouvoir, lorsque c'est nécessaire, revendiquer ce qu'ils ont à revendiquer, et cela avec rigueur parce qu'on leur aura appris à l'école. Une autre personne a répondu « Ajouter au programme la gestion et fructification des finances ». Ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça rejoint le point que je crois que j'ai cité juste avant, du fait que des fois à l'école on nous apprend des choses, on n'a pas l'impression que ça nous sert. Et avoir des cours ludiques comme ça, des cours on sait qu'on pourra appliquer concrètement dans la vraie vie, franchement ce serait cool et ça redonnerait ce côté utile. Enfin, même si en vrai je peux pas me tenir ici et dire que l'école ça nous apprend que des choses inutiles, c'est faux. Mais ça montrerait à l'élève que à l'école il apprend des choses réellement praticables à la vie quotidienne. Quelqu'un a proposé une nouvelle manière de noter car ce n'est pas tout le monde qui arrive à réviser puis tout retenir. En vrai ça je sais pas. Parce que honnêtement, le système d'évaluation comme il est fait en France, je pense que je ne suis pas bien placée pour m'en plaindre parce que je n'ai jamais vu les vices de ce dernier. Je vais pas dire que c'est une mauvaise idée, mais je sais pas comment on pourrait faire pour noter différemment et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc ça, ouais, pourquoi pas, mais il faudrait me dire comment en fait. C'est tout. Quelqu'un a proposé retirer Parcoursup et faire des entretiens à la place. Franchement, ça, quand je l'ai lu, au premier abord, j'étais en mode ouais, je suis trop d'accord parce qu'en vrai, Parcoursup, c'est juste la pression pour rien. Mais après, je me suis rappelé qu'on était en France et que la France n'est pas le pays le plus friendly avec les minorités. Je m'explique. Parcoursup, c'est souvent critiqué, je crois, parce que ça perpétue ce truc d'inégalité territoriale dans le sens où par exemple t'as certaines facs qui vont pas accepter un élève qui vient du 9-3. Supprimer Parcoursup, on estime que le problème c'est vraiment le fait que les établissements aient le droit de choisir spécifiquement quel type d'élève ils souhaitent intégrer à leur fac. En vrai, oui. Mais d'un autre sens, si on passe au format entretien face à face, c'est bien d'un côté parce que ça permettrait d'avoir une expérience plus enrichissante. Mais d'un autre côté, j'ai peur qu'il y ait de la discrimination tout simplement. J'ai peur qu'avec ce format, que parce que tu es noir, parce que tu es arabe, parce que tu es une femme, parce que tu ressembles à ci ou à ça, on ne t'accepte pas tout simplement dans la formation ou dans la fac. Donc en vrai c'est une bonne idée, mais rien n'assure qu'en vrai tout le monde profiterait de ça. Une autre personne a répondu « Mettre plus en avant les passerelles qui permettent d'accéder à certaines études, arrêter de faire comme si une CPGE était un must alors que la plupart des élèves retournent à la fac après ou ne peuvent pas se payer l'école obtenue. » Je suis tellement d'accord sur le fait de nous faire découvrir des nouvelles passerelles, des nouvelles études parce que on est tellement, en tout cas dans certains lycées, on est tellement sous-informé. T'as l'impression que c'est le seul choix que t'as dans la vie, c'est de faire un BUT ou un BTS. Or, il y a plein de choses, plein de formations qui existent et c'est vrai qu'on n'est pas nécessairement informé. Si on n'est pas de nature curieux et de nature à aller chercher soi-même l'information, il y a des choses qu'on ne saura jamais. Et le point de ne plus montrer la prépa comme un must, ça je pense que ça n'arrivera jamais. En vrai, même si on essaye de faire ce travail-là, dans les consciences, faire une prépa sera toujours le meilleur, toujours mieux vu que faire une formation autre. Je pense que la prépa c'est encore vu comme un must parce que aussi faut voir la population qui vont en prépa. Demain la prépa est beaucoup plus accessible à tous, on va considérer ça comme quelque chose de négligeable limite. Ensuite, quelqu'un a proposé des stages de découverte de métiers avec des entreprises pour aider les élèves et en général plus d'accompagnement pour les jeunes qui ne savent pas encore leur voie. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, j'ai l'impression que je dis ça que depuis tout à l'heure, mais c'est le cas finalement. Je trouve ça dingue le fait qu'on doit mentionner que l'école doit accompagner ceux qui ne connaissent pas encore leur voie. Et du coup, le rôle de l'école et des enseignants surtout, c'est de vraiment accompagner et guider leurs élèves. Mais ça, je pense que ce sera possible le jour où on aura plus le temps pour justement faire cet accompagnement
et du coup avoir cette aide pour tous ceux qui sont en difficulté et tous ceux qui se cherchent encore. Concernant les stages pour découvrir des métiers, tout ça, franchement ouais, ce serait super intéressant pour les élèves qui ont ce souhait de vite se professionnaliser et de vite rentrer dans le monde du travail. Et je pense que c'est ce qui se fait déjà un peu avec les stages qu'ils ont ajoutés aux secondes maintenant. Et ensuite, et je pense que ça va être la dernière réponse que je vais exposer parce que le reste en vrai c'était assez répétitif. L'intégration, donc l'apprentissage de la langue des signes et des cours de sensibilisation. Je trouve que c'est une excellente idée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi l'école doit vraiment avoir comme vocation de former et forger des citoyens. Donc ouais, vraiment inclure l'apprentissage de la langue des signes, franchement c'est trop bien. Et ça, je pense, souderait tout le monde et ça appuierait ce côté fraternité qu'on a quand même dans notre devise. Parce que comme on peut voir l'unité qu'il peut y avoir entre des personnes qui parlent la même langue, qui s'expriment de la même façon, qui ont les mêmes références, le fait de pouvoir nous aussi communiquer en langue des signes créera cette forme de cohésion avec ceux qui la pratiquent. Et une nouvelle fois, ça appuiera ce côté fraternité qu'on a dans notre devise française. Mais bref, c'était tout. Je voulais vraiment vous remercier pour votre participation. Franchement, ça fait plaisir une nouvelle fois de voir que vous êtes impliqués autant que moi dans ces vidéos-là. Et vraiment, même si certaines contributions ne sont pas passées, comme j'ai dit, parce qu'elles rejoignaient celles que j'ai déjà choisies, sachez que toutes ont été vraiment très enrichissantes. Et franchement, ça m'a fait plaisir de vous lire. Vu que l'école est un système qui reproduit les inégalités. Et ce qui est le plus interpellant, c'est qu'elle ne semble pas intéressée ou très peu pour les réduire. François Dubet, un sociologue, dira: Je prends le cas de l'école. Au fond, nous voulons tous une école égalitaire, mais en réalité, toutes nos pratiques visent à accentuer les inégalités scolaires et on pourrait même montrer d'ailleurs que chaque fois que les gouvernements ont voulu avoir des mesures égalitaires, elles ont été ou détournées ou combattues. Cela illustre une chose. Il y a une volonté généralisée de rester dans une société inégalitaire, donc une société qui perpétue la domination d'une classe sur une autre. Et l'école est le levier parfait pour assurer la reproduction de ce modèle de société. Sauf que parce qu'elle se présente comme une institution garantissant l'égalité des chances, la désillusion pour ceux qui ne parviennent pas à adhérer au système scolaire est grande. Et bien que cette vidéo se conclue sur un constat qui est un peu triste, je suis rassurée sur le fait qu'on est une génération qui sommes conscients des problèmes qu'il y a autour de nous et qui ne manquons pas d'idées afin de pallier à ces mêmes problèmes. La preuve en est pour les réponses que vous m'avez tous données concernant les solutions pour notre école. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez à dire concernant tout ça. S'il y a d'autres solutions pour améliorer l'école auxquelles vous pensez et qui n'ont pas été mentionnées déjà dans la vidéo, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos qui sortent et on se dit à la prochaine. Muchos besos!